Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Donc, nous sommes ce soir pour une conférence hors les murs à l'école de paysage de Versailles au Potager du Roi. Habituellement, nos conférences sont au pavillon L'Arsenal, mais comme il y a des travaux pendant 2 ans, on va être nomades. Et donc, ce soir, nous sommes sur une conférence un peu spéciale puisqu'on est dans le cadre d'un cours. Et dans le cadre d'un cours des étudiants paysagistes qui seront les prochains diplômés de cette école en 2025. Donc, ce sont des étudiants qui sont en Master 2 et qui sont en séminaire maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. C'est un séminaire dans lequel ils écrivent un plan de carrière, ils essaient de réfléchir à ce qu'ils vont faire en tant que paysagistes concepteurs, architectes paysagistes. Et ils ont aussi un exercice où ils répondent à une offre, à une candidature des marchés publics qui sont ouvertes aux paysagistes. Et la dernière étape de ce séminaire maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, c'est qu'ils rencontrent des professionnels. Et donc, ils rencontrent des paysagistes qui ont leurs agences et puis aussi d'autres qui travaillent en maîtrise d'ouvrage. Et dans le cadre des rencontres avec les paysagistes qui ont leurs agences, en général, ils rencontrent des paysagistes qui ont des agences depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et donc ce soir, nous sommes en live dans une salle de cours, dans cette rencontre avec 2 paysagistes qui ont leur agence depuis 10 ans et depuis 15 ans. Donc Baptiste Galineau, agence Agape, qui est installée à Vannes, et Anne-Cécile Jacot, agence Omnibus, qui est installée à Metz. Tous les 2 sont des paysagistes issus de cette école, qui viennent transmettre aujourd'hui leurs agences, mais aussi des prix, d'où le titre de cette conférence, Le dialogue n'a pas de prix. Donc c'est un échange avec les étudiants et avec ces 2 paysagistes qui ont été primés cette année. Donc l'agence Agape a reçu le prix AJAP. Voilà, un joli petit jeu de mots là, avec le G et le J. Et donc Baptiste va vous expliquer en quoi consiste ce prix qui est remis par le ministère de la Culture, un prix qui existe depuis les années 80. Les paysagistes sont entrés dans ce prix un peu plus tard. D'abord, c'était simplement les architectes. Et c'est un prix qui félicite les jeunes agences avec tout le travail qui est fait dans l'agence. Donc c'est un peu pour tout le travail fourni par les jeunes agences. Et Anne-Cécile Jacot a reçu le Grand Prix national du paysage 2024, qui est donné par le ministère de la Transition écologique. Et ce prix qui existe depuis 2005 et qui est décerné à un paysagiste pour un travail précis, en fait. Donc là, Anne-Cécile a eu le prix pour le plan paysage du SCOT de l'agglomération Messine. Et ce prix a été décerné en décembre. Et donc maintenant, elle va faire le tour de France pour raconter le plan paysage. Et je vous remercie à tous les 2 d'être là. C'est vrai que ce plan paysage primé, c'est important pour notre profession. Et ce que tu transmets avec ce plan paysage est très intéressant pour nous aussi, parce qu'à la fois, tu vas pouvoir raconter aux étudiants que faire un plan paysage, c'est un job, et que justement, le dialogue n'a pas de prix, mais il y a quand même un prix pour faire le travail de paysagiste. Tu nous montres aussi que ton travail de paysagiste, c'est un ancrage. Le fait que tu sois sur le territoire dans lequel tu es ton agence, c'est quelque chose de très important pour toi. Et aussi, tu nous apportes aussi cette vision sociale du plan de paysage, qui est un bon outil pour faire de la sociologie du paysage, en fait. Et je sais que dans votre agence, vous avez aussi des plans paysages. Vous en avez un en cours justement en Martinique. Nous, hier, on était dans nos rendus avec des ateliers pédagogiques régionaux en Martinique. On est juste à côté de vous. Et on est content de fêter aussi ces études dans cette conférence. Voilà, donc ils vont tous les 2 présenter leur travail, leur agence. Et ensuite, il y a une interaction avec les étudiants qui vont leur poser des questions. Donc je vais donner la parole à Baptiste pour commencer cette conférence. Merci à tous. Très bien, merci Béatrice. Donc, enchanté, je suis ravi d'avoir été invité pour cette 1e session Expérience Paysage qui se passe donc à l'école de Versailles, dont je suis sorti il y a maintenant, enfin c'était en 2013. Donc l'agence Agape, elle, a été créée en 2015, en fait en janvier ses 10 ans, par Arthur Azaguri, qui était un collègue de promo, et moi-même, donc Baptiste Galineau, qui suis tous les 2 paysagistes. Et puis moi, je suis aussi architecte, puisque j'avais fait des études d'architecture avant.
Donc l'agence AGAP, elle est située à Vannes. Et il y a un an, on a reçu donc un prix qui est le prix AJAP, qui est décerné tous les 2 ans par le ministère de la Culture à des jeunes agences pour voilà, la qualité de leur travail, enfin les récompenser pour la qualité de leur travail en conception. Donc c'est un prix qui est obtenu sur, donc il y a un jury de professionnels et c'est obtenu sur dossier. Donc aujourd'hui, donc un dossier qui rappelle en fait les différents projets et puis l'approche de l'agence et puis aussi sa trajectoire en montant voilà, un peu comment elle a évolué, puis elle a accédé à la commande. Donc c'est aussi sur ce point en fait que j'ai axé aujourd'hui la présentation, puisque vous êtes aujourd'hui, enfin cette semaine en séminaire sur l'accès à la commande et puis la relation maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Donc c'était aussi pour vous raconter nous notre expérience. Hein, c'est pas voilà une recette. Je pense que c'est aussi beaucoup d'aléas, de rencontres, mais enfin voilà nous comment ça s'est passé. Donc tout d'abord 2013-2015, c'est des premières expériences. Donc chacun de notre côté avec Arthur Azaguri. C'est aussi on était dans une période où il y avait très peu de travail, c'était une crise, donc c'était aussi d'aller chercher dans d'autres domaines. Donc Arthur, lui, a travaillé dans des bureaux environnementaux, enfin aux Antilles notamment. Et moi, j'ai travaillé sur les questions agricoles, donc notamment à la suite de mon diplôme, j'ai travaillé sur une étude qui était très importante, enfin dans l'histoire de l'agence, qui était en fait une étude sur le domaine de Villarceau, sur les questions de transition agricole entre une agriculture conventionnelle et une agriculture biologique. Donc, c'était réfléchir avec des agronomes. Donc c'était s'ouvrir aussi sur de nouvelles disciplines, sur les transitions spatiales. C'était aussi une commande qui m'a permis de rencontrer un réseau de professionnels qui est le collectif Paysage d'après-pétrole, qui s'est créé à cette période en fait. Donc j'ai participé à la création dans les années, c'était 2013-2014, qui réfléchit à la question du paysage comme comment dire, moteur des transitions. En fait, et qui met le paysage voilà, au cœur des questions de transition écologique et qui fait comment on dit, du benchmark, enfin, sur un groupe de réflexion sur comment on remet aussi ces questions de paysage au cœur des politiques d'aménagement, la question des transitions. La création de l'agence avec Arthur Azaguri, c'était donc l'idée, c'était vraiment de travailler à toutes les échelles. C'était un peu ce qu'on a appris à l'école de paysage, donc c'est de parler du grand territoire, mais aussi de faire de la maîtrise d'œuvre et puis à l'échelle des quartiers, des projets urbains. Donc ça, c'est quelque chose qui nous, voilà, c'est un peu un leitmotiv dès la création de l'agence. Les premières commandes, donc en 2014, c'était voilà, enfin il y a eu plusieurs commandes, mais une particulièrement, c'était une mission de signalétique. Donc c'est-à-dire vous avez vu, on répondait à des appels d'offres sur divers sujets. Là, c'était un sujet dans un parc du 19e siècle, parc départemental, un parc de sculptures qui accueille des sculptures de land artistes. Et c'est de créer en fait une signalétique pour ce parc. Et donc on a répondu, on a obtenu le projet. Et l'idée, voilà, c'était de proposer en fait un jalonnement de signalétique dans le parc, des cartels, etc. Un peu dans l'esprit du lieu. Et aussi, en fait, on était convaincus que en fait, le sujet, c'était pas que la signalétique, donc c'était aussi proposer en fait des petits aménagements connexes, des petits aménagements légers. Donc il y a toujours en fait cette idée dans nos projets de dépasser la commande. Ici on est sur un parc urbain en Vendée, donc un parc inondable, un parc voilà, sur une ancienne fortification. Il y a donc tout un projet d'aménagement de parc. Donc là c'est un peu plus tard, ça doit être en 2020, je crois que c'était en période Covid. Et il y a eu cette idée en fait
fait, on a dépassé la commande en proposant aussi une densification, donc plus seulement de répondre à un aménagement de parc, mais aussi d'identifier des secteurs pouvant être densifiés et de proposer voilà, un petit projet, une autre mission, mais c'était toujours la même approche, d'avoir un quartier qui est connecté au parc et qui tire parti du parc qui a été créé. En 2015 aussi, c'était la période en fait, où il y a eu une loi qui s'appelait la loi NOTRe, qui pour l'urbanisme réglementaire, donc tout ce qui est planification, qui mettait en avant le travail en fait, de projet, donc c'est-à-dire notamment à travers les OAP. Donc avec cette nouvelle loi, en fait, on s'est intéressé aussi à l'urbanisme réglementaire. On a réalisé dans une équipe toujours pluridisciplinaire, un PLUI, donc un plan local d'urbanisme intercommunal, avec comme entrée la question du paysage. Donc c'était, on va dire, un peu atypique par rapport à ce qui se faisait avant, d'avoir déjà dans cette équipe un groupe de paysagistes. Mais c'est vrai que l'évolution législative, voilà, imposait d'avoir des orientations d'aménagement et de programmation sur tous les documents. Et donc on a rejoint une équipe sur ces questions. Et donc ça, c'était voilà, un type de commande, c'était pour montrer que c'était aussi voilà, un peu un pas de côté. Et puis après, voilà, l'accès à d'autres, je vais passer rapidement, d'autres types de commandes, on va dire, un peu plus classiques, notamment un atlas des paysages sur l'ancienne région Basse-Normandie, un plan de paysage pour le golfe du Morbihan. Et puis un sujet voilà, qui me tient à cœur aussi, c'est les plans de paysage énergie, qui sont des choses qui datent, qui ont quelques années, avec des financements de l'ADEME, qui sont en fait donc là c'était le plan de paysage énergie Vie-et-Boulogne, c'est en Vendée, c'est pour les questions de déploiement d'éoliens. Et c'est vrai que là, sur ces questions-là, on avait le bagage avec notamment le collectif Paysage après pétrole et les rencontres avec des agronomes et des énergéticiens sur voilà, des notions notamment des ordres de grandeur en termes de production d'énergie. Et puis on avait aussi ce bagage de planification urbaine et d'urbanisme réglementaire. Donc ce qui nous a permis voilà, de répondre à ce plan de paysage, toujours en équipe avec un bureau d'études énergie pour ce type de commande. On a aussi voilà, d'autres. On est en Bretagne, donc on travaille beaucoup sur les questions littorales. Donc un projet assez important qui était comme un plan. Ça s'appelait pas plan de paysage, mais c'était une entrée très, très paysage et tourisme. C'était comment faire rade. Donc c'est-à-dire la rade de Brest devenait en fait ce document en fait fédérait toutes les communes qui sont limitrophes à la rade de Brest pour une stratégie d'aménagement du littoral. Donc c'est-à-dire c'est l'objet d'un plan de paysage pour identifier en fait des unités paysagères, des paysages remarquables, et puis surtout beaucoup de concertation, de visites de sites, pour aussi faire connaître même aux habitants des endroits qu'ils ne connaissaient pas forcément, et puis d'instaurer une culture commune et de proposer aussi des projets qui pouvaient être des projets d'aménagement, mais pas forcément, qui pouvaient être aussi des projets de ne pas aménager justement, ou devoir de désaménager. Des sujets aussi qu'on traite sur nos missions de maîtrise d'œuvre, puisqu'on travaille beaucoup avec le Conservatoire du littoral. Donc là, c'est des exemples. C'est l'aménagement du littoral à Ploie, où on travaillait donc en continuité du paysagiste Alain Frété, qui avait fait un schéma d'intention, et c'est des projets de maîtrise d'œuvre. Donc là, on est sur un site classé. Et puis on travaille aussi voilà, sur des sites un peu moins, on va dire,
institutionnalisés, type centre-bourg de petites villes. Donc là, c'est un aménagement d'une friche hospitalière à Quimperlé, où on a découvert un ruisseau en fait ancien qu'on a réouvert. Et puis voilà, d'autres types d'aménagements qu'on mène. Donc là, c'est la place de la Maison des Princes à Pont-Scorff, qui nous a aussi permis d'avoir un prix, le prix des maires, prix art urbain en 2022. C'est un aménagement d'une place. Donc c'est à côté de Pont-Scorff, c'est au nord de Lorient. On a voilà un centre qui est assez fragmenté. L'idée, c'est de créer une liaison, notamment en fait toujours dépasser aussi le périmètre, d'aller de la place jusqu'aux berges du Scorff. Et puis voilà, je vais vous montrer quelques images. Donc voilà, c'est travailler aussi sur des aménagements qui permettent de recréer des terrasses, de redonner plus de place aux piétons. Un travail aussi de désimperméabilisation avec la mise en œuvre notamment de pavés à joints enherbés et puis de canalisation de l'eau sur l'architecture. Et puis voilà le lien au grand paysage, puisqu'on a aussi aménagé jusqu'au des belvédères sur les berges du Scorff. Aussi, dans notre agence, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de tout dessiner. Donc on dessine aussi des ouvrages un peu plus importants, comme des ouvrages de passerelles. Donc là, c'est une passerelle à côté de Lorient qui a été livrée. On dessine aussi notre propre mobilier de signalétique. Donc vous avez vu Kerguénec, ici c'est à Ploua en bord de mer, et c'est un mobilier qui a été dessiné pour une petite signalétique en entrée de site, qui est avec des matériaux qui s'intègrent bien. Et puis on a aussi fait le graphisme. Et puis moi en tant qu'architecte aussi, je dessine quelques petits bâtiments, donc toujours en lien avec nos aménagements. Là, c'est un local technique d'un cimetière. Donc l'idée, c'est d'intégrer ça dans nos projets. En fait, l'architecture devient connexe à nos projets d'espace public. Ici, c'est en cours, c'est une petite halle dans un centre-bourg. Donc on fait toute la place, et là c'est à la fois une halle et aussi un kiosque pour le parc, mais aussi un abri pour les bus, et qui intègre des arbres. Donc c'est ça, l'agence Agap, c'est de dessiner du grand territoire jusqu'au mobilier. Enfin, c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir au maximum. Et puis aussi, on s'est formé au VRD, donc voirie et réseaux divers. C'est-à-dire qu'à l'école de paysage de Versailles, on ne l'avait pas forcément abordé, mais c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est pouvoir avoir la maîtrise de nos aménagements. Donc c'est en fait connaître qu'est-ce qu'une structure de voirie, quelles sont ses dimensions, comment fonctionnent les réseaux gravitaires, les terrassements. Et donc bien sûr, on travaille souvent avec des bureaux d'études spécialisés, mais pour certains aménagements, notamment des espaces naturels, on fait tout de A à Z. Donc c'est-à-dire on conçoit aussi on prend aussi en charge cette partie. Et je pense que c'est important pour les paysagistes de s'intéresser aussi à ces questions-là, puisque ça aussi, même qu'on travaille sur des études stratégiques, par exemple de plan guide, etc., ça aussi il faut avoir ces notions, c'est très important en fait. Ça se répercute aussi sur les autres échelles. Et puis, on a aussi sauté le pas, on va dire, puisqu'on travaille aussi en tant qu'urbaniste mandataire de groupement pour des créations de quartiers. Donc ça, c'est notre premier projet qui est à Vannes, et qui est un concours qu'on a gagné. On était donc urbaniste, et c'est la création d'un quartier qui s'organise autour on appelait ça une coulée verte, mais c'est un parc et une liaison interquartier.
Et en fait, il y avait des zones humides, donc en fait qui étaient vues comme une contrainte, enfin pas une contrainte, mais inconstructible, mais en fait dont on a tiré parti pour créer en fait en fait, on a mis en pâturage, et au sein du quartier, il y a une micro-ferme, voilà, quelques moutons, et donc c'est un élément très important du quartier, et ça permet, aujourd'hui, voilà, on est aussi sur des... voilà, donc ça, c'est l'espace central. Ça permet d'organiser le bâti, puis d'avoir des densités qui sont assez importantes, surtout pour Vannes, puisqu'on est lors de 60 logements à l'hectare, contre souvent c'est 15-20. Mais en fait, cette densité, par ce projet donc, de paysage et de parc central, est mieux acceptée, puisque c'est un espace d'aération et un espace aussi de rencontre pour les habitants. Et on travaille aussi donc, sur des fiches de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'après on travaille, ça c'est d'autres quartiers. Là, c'est à Lorient, c'est un quartier en rue. C'est travailler en fait en amont des architectes. Donc c'est-à-dire qu'on fait pas les bâtiments, mais on leur donne aussi des fiches de l'eau. Donc c'est-à-dire des prescriptions architecturales. Et donc on arrive à organiser comme ça les quartiers jusqu'au bâtiment, sans le dessiner, mais en lui donnant l'esprit et puis ses gabarits. C'est voilà, un peu une identité par les fiches de l'eau. C'est ma dernière slide. Donc oui, pour conclure, donc l'agence AGAP, oui, c'est anti-spécialisation. En fait, c'est vraiment une agence généraliste qui cultive l'approche paysagère. Donc c'est une notion, des principes de conception qu'on adapte en fonction du contexte, des lieux, et puis aussi bien sûr des commanditaires et des habitants, de leurs intentions. Merci. Et voilà, on enchaîne. Fiche de l'eau. LOT. Oui. Merci. Très touchée aussi d'être ici à l'école de Versailles et d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait toujours du bien de revenir un peu aux sources et de voir comment le potager a changé, comme il fait froid aussi ici, tout ça. Il n'y a plus de chauffage, je vois. J'enchaîne. Omnibus, c'est une agence. Nous sommes une agence de paysage. Donc, nous avons créé avec Laetitia La Santé, qui est paysagiste aussi. On s'est connus, on était dans la même promo ici entre 2004 et 2008. Nous sommes sortis en 2008 de Versailles et on a créé Omnibus en 2010. Juste un tout petit mot sur mon parcours. Moi, je suis arrivée tardivement, très très tardivement au paysage. J'ai un petit peu perdu avant, j'ai un petit peu erré, mais aujourd'hui, je me dis que c'est plus trop de l'errance et que ça fait bien du lien en fait avec ce que je suis devenue aujourd'hui. J'ai eu mon bac en 97. Je ne vais pas faire tout le parcours, mais je suis passée par la case IUT carrière sociale, option animation socio-culturelle. Ouais. Donc déjà c'était un petit cap. Ensuite je suis allée en sociologie, jusqu'en maîtrise. Et puis après j'ai un peu travaillé, j'étais un peu perdue. Je me suis rendu compte que dans mon parcours il y avait la question de l'espace public qui traînait là avec les enfants, en sociologie, et qui était bien prégnant. C'était une question qui revenait régulièrement dans mon parcours universitaire. Et donc je me suis dit tiens, je vais peut-être m'intéresser à cette question-là. Et bon, par un hasard comme ça, j'ai tenté le concours ici et je suis arrivée ici à Versailles, mais donc tardivement, puisque j'étais un petit peu plus âgée que les autres de ma promo. Voilà pour ce parcours. Et puis à la sortie de l'école, je me suis mise à mon compte
Tout de suite, j'ai travaillé pour le LAREP un petit peu pour accompagner la création, la réalisation d'un guide d'aménagement des carrières. Donc le sujet des carrières, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet important dans le début de la vie professionnelle d'après l'école. Et puis j'ai travaillé, en fait j'habitais à Chartres et donc j'ai travaillé avec François Roumet beaucoup, qui m'a pris sous son aile un petit peu, que je remercie. Qui a été un petit peu mon mentor, qui m'a beaucoup appris sur le métier de paysagiste. Et donc j'ai travaillé avec lui pour à la fois des petits jardins, mais aussi des PLU intercommunaux. Donc on faisait un peu des sauts comme ça, où on a commencé à travailler, enfin j'ai travaillé avec lui pour apprendre toutes ces dimensions-là. Et en 2010, j'avais déjà accumulé quelques affaires, quelques missions, et on s'est dit avec Laetitia qu'on allait monter aussi cette agence. Laetitia, elle avait eu un parcours, elle avait travaillé dans 2 agences, mais le travail en agence ne lui convenait pas pour différentes raisons, et elle avait besoin en fait d'être un peu plus maître de son temps, aussi en montant cette agence avec moi. Omnibus, pourquoi Omnibus? En latin, ça veut dire pour tous. Donc cette idée-là nous plaisait bien, elle nous plaît toujours. Et puis aussi, l'omnibus, il s'arrête partout. Donc c'est aussi une idée qui nous intéresse, de prendre le temps de s'arrêter, de comprendre, de regarder, de discuter, d'échanger et de travailler les territoires. On était au départ en région parisienne, et puis la vie a fait que moi je suis repartie dans ma région natale. Donc je suis retournée en 2014 à Metz, et depuis je jardine mon territoire à Metz. J'ai l'impression en tout cas, oui, que ça a du sens de travailler un territoire qu'on habite. Donc on a 2 antennes, Laetitia elle est à Lille aujourd'hui, et moi à Metz, donc on travaille 2 régions différentes. On est une toute petite agence, on a 2 salariés depuis cette année. Donc la volonté, c'est aussi de rester très ancré sur le terrain, à la fois faire et conduire, et prendre le temps d'être et de construire avec les maîtrises d'ouvrage. On mène des études urbaines et paysagères préopérationnelles, donc que ce soit des grandes études sur des grands paysages, donc pas mal de plans paysages en effet. Et on doit en avoir 5 ou 6 aujourd'hui, je ne sais plus trop. De la maîtrise d'œuvre d'espace public, sur pas mal dans des milieux ruraux quand même, dans des villages, et aussi un peu dans les villes maintenant, ça commence. Mais c'est vrai que décrocher ce genre de marché, ça prend du temps. Et puis, moi, je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est concertation, animation, démarche participative, on l'appelle comme on veut, avec... on pourrait faire aussi toute une conférence juste sur cette thématique-là, tous les écueils et les défauts aussi de ces démarches, et l'intérêt et les défauts de ces démarches, c'est aussi très intéressant. Voilà, c'est des sujets qui m'animent beaucoup, formés aussi en facilitation et en communication non violente. Pour la petite parenthèse, j'ai aussi contribué au bureau de la FFP pendant quelques années. Et j'ai fait une petite pause depuis cette année. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le paysage? Pourquoi le paysage? Parce qu'en fait, je suis convaincue que c'est un choix politique, je crois, que c'est parce qu'on connaît son territoire, qu'on l'apprécie, ou qu'on prend le temps de regarder, qu'on peut comprendre aussi, prendre du recul. Il y a un maire qui disait tout le temps, dans un des plans paysages, ben voilà, c'est une manière de préserver un belvédère ou prendre soin d'un petit endroit, un belvédère pour voir une vue au loin, se préserver de l'horizon, c'est aussi avoir une opportunité pour prendre du recul sur son quotidien. Et en fait, à force de travailler avec des élus, je me rends compte qu'on minimise ce besoin-là de prendre ce recul nécessaire avec le territoire qu'on habite, qu'on parcourt, qu'on court, qu'on mange, qu'on vit, on se déplace, etc. Et je crois que, alors bien sûr, il y a des besoins qui sont fondamentaux, comme habiter, manger, avoir un toit, boire, faire du sport, avoir des amis, une vie sociale.
mais en fait, le paysage doit être affirmé, ou enfin le paysage, notre rapport à l'espace qu'on choisit d'habiter ou de traverser ou de visiter, en fait, il est absolument essentiel. Quand on demande à des élus de nous parler d'un endroit qui est important pour eux dans leur quotidien, en fait, c'est génial quand ils commencent à en parler, parce qu'ils disent, bon, bah, parfois c'est un fond de vallée, parfois c'est un espace en hauteur, parfois c'est au creux d'une forêt, parfois c'est... Mais en fait, ces espaces-là, s'ils n'existent pas dans notre quotidien, il n'a pas la même saveur. Et je crois qu'on perd quelque chose de très important si on n'a pas ce rapport-là au territoire qu'on habite dans une ville très dense ou dans un village au fond des Vosges. Dans un village au fond des Vosges, c'est pareil. Pour moi, il y a vraiment un besoin très important qu'il ne faut pas miser et dont les paysagistes sont les porte-paroles, dont les élus sont les garants aussi dans le temps. Moi, j'ai l'impression de passer mon temps à dire à des élus, oui, mais ok, ce banc qui est perdu au milieu de la forêt, si vous ne l'entretenez pas, si un jour il est détérioré, dégradé, eh bien, ce point de vue, c'est le point de vue qui se perd et c'est tout un attachement de plein de personnes à ce point qui est perdu et donc vous êtes aussi le responsable de ces petits lieux. Donc voilà, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est nécessaire. Et puis l'autre aspect qui m'intéresse dans ce métier de paysagiste, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait quand on regarde un lieu, qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir bien ou pas dans un espace? C'est très bête comme question en fait, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de blabla là-dessus, mais c'est vraiment important de comprendre en fait, est-ce que c'est une histoire de proportion, d'appui sur une lisière, la place des arbres, de chaleur de l'espace, de matériaux, de distance avec le ciel, de distance avec le plan dans le fond. Il y a plein d'éléments qui font que l'espace il est agréable ou non dans ces endroits. Et puis il y a voilà, c'est aussi voilà, notre expertise, elle nous permet aussi de comprendre pourquoi à des endroits on n'est pas bien. Ici, c'est un village-rue avec des usoirs typiques des villages lorrains, mais il n'y a pas d'ombre. Quand c'est le plein cagnard, bah, on ne sait pas où se mettre à part à l'abri des maisons, mais on n'est pas quand même très bien. Pour le piéton, on n'est pas bien. La voiture, elle est évidemment devenue la reine ici. Et en fait, l'apport du paysagiste, c'est ça, c'est d'essayer de décrypter ce que les élus ou ce que les habitants ne peuvent plus voir parce qu'ils passent devant, parce qu'ils les habitent, parce que ça devient leur quotidien. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse au quotidien. C'est pas très compliqué. Donc, ça veut dire se poser des questions, gratter, observer, arpenter, observer, comprendre, marcher avec les gens qui y habitent et se poser des questions à l'extérieur. Une des premières, je vais juste prendre quelques petites images de ce qu'on a fait avant d'arriver au Grand Prix. Le Saint-Rémy-sur-Ave, c'était notre première maîtrise d'œuvre qui nous a permis d'avoir les AJAP en 2016. Et donc, maîtrise d'œuvre, on avait 65 000 € de travaux. C'était des euros déjà à l'époque, mais ça faisait quand même pas beaucoup. Et c'était, il y a presque 5000 mètres carrés et une grande place où il y a des écoles et où ils accueillent aussi une fête foraine. Donc le seul élément qu'on a souhaité travailler avec le budget qu'on avait, bah, c'était les sols. Comment faire pour travailler les sols tout en maintenant la structure existante pour accueillir cette fête foraine avec des engins de plusieurs dizaines de tonnes qui font des gyrations et qui peuvent potentiellement arracher tout, et puis avec un budget qui est très très limité. Donc comment on fait pour redonner de la qualité à ces espaces? Donc en haut à gauche c'est avant, en bas à gauche c'est après. En récupérant, on venait réemployer la barrière existante, redessiner une lisse, jouer sur les nivellements de manière très ponctuelle, trouver des matériaux pas chers, des graviers, etc., récupérer de l'enrobé existant, découper l'enrobé, etc. Donc c'est un travail très fin, mais aussi un aspect sur le végétal, comment faire pour que cet grand espace qu'on devait laisser ouvert, sur lequel on ne pouvait pas planter, puisse quand même accueillir les autotamponneuses au mois de mai, mais tout en devenant quand même agréable pour les élèves au quotidien. Donc on a fait une prairie sèche ici sur ces espaces en retravaillant en surface le sol. La partie carrière, donc on a accompagné aussi ce sujet des carrières, d'exploitation, est aussi important dans notre travail, mais je ne vais pas trop le développer ici, mais il y a eu des guides d'aménagement des carrières, des plans paysages sur les carrières, mais c'est un peu long à expliquer, mais en tout cas c'est un domaine qui nous intéresse particulièrement.
Les chantiers, donc à la fois participatifs mais aussi maîtrise d'œuvre classique. Je passe rapidement, mais voilà, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est de faire avec les habitants. Pourquoi ? Alors pas juste pour dire qu'on fait du participatif, mais parce que je crois fondamentalement qu'il se passe des choses quand on se met à jardiner, à agir ensemble. Il se passe des choses pour les gens qui habitent ces territoires. Ils apprennent à se rencontrer, à voir que transformer un espace, c'est peut-être parfois pas si compliqué, que ça tient peut-être parfois à pas grand-chose, mais en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est une implication des gens pour agir, mais aussi des gens pour gérer à la suite ces espaces. Et puis ça transforme les gens. Juste cette petite anecdote, le monsieur qui est tout à droite, il comprenait pas du tout l'intérêt de ce chantier participatif, et il a quand même participé aux 2 jours dans ce petit village à Poupry, en fin fond de l'Eure-et-Loire. Et puis à un moment, il s'est trouvé une action avec une grande tronçonneuse. Il a sculpté ce banc qui est juste à l'entrée du cimetière, et en fait ça a donné du sens à beaucoup de choses, en fait, de créer ce banc ici. Et il en était, vous le voyez, très fier aussi de ce travail. Voilà, c'est être fier, en fait, faire aussi un chantier participatif d'une œuvre collective, prendre le temps de la regarder, de la voir évoluer. C'est réversible aussi, c'est un élément qui peut nous intéresser aussi en tant que paysagiste. Parfois, on peut trouver des solutions réversibles c'est une manière aussi de trouver des qualités à des limites sans qu'elles soient figées dans le temps. Et je crois que les paysagistes ont pas mal d'outils pour ça. Une autre maîtrise d'œuvre qui était importante aussi dans ce parcours, c'est la reconversion des anciens hôpitaux Villemain-Maringer, donc pour lequel on a la maîtrise d'œuvre des espaces publics, mais aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme toi, de la rédaction des fiches de l'eau pour les 800 logements qui vont être créés, qui sont en train d'être créés sur ce quartier. Anciens hôpitaux dans lesquels il y a des bâtiments qui ont une architecture quand même un peu particulière, en plein cœur de Nancy. Donc on est à 10 minutes là de la gare de Nancy, et c'est un quartier qui a été, en fait, on a abordé le sujet par l'angle de l'eau. Comment faire pour qu'on puisse gérer entièrement les eaux de pluie par infiltration sur ce quartier, et faire un quartier 0 tuyau. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, un thème dont on a l'habitude d'entendre, mais en 2015-16, c'était des sujets qui avaient du mal encore à parvenir dans les commandes publiques, dans les maîtrises d'ouvrage. Donc ce quartier, il a pris... Une première tranche de travaux a été livrée aujourd'hui, donc notamment toute la partie centrale avec le parc central, dans lequel un jardin de pluie a été créé. Donc on gère avec ce grand parc l'ensemble des eaux de pluie des espaces publics du quartier. Une autre subtilité de ce travail, c'était cette longue ramée là, est morte ou est sèche, comme vous l'appelez, comme vous voulez, qui fait la limite entre un espace dont la vocation était liée au bâtiment que vous voyez au sud de cette maquette, et on ne savait pas trop ce que le bailleur allait en faire de cet espace, donc il nous a été demandé d'inventer une limite, mais qui dure dans le temps. On ne savait pas trop, ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc nous, on a proposé, en fait, comme la demande n'était pas très claire et qu'on savait que ça pouvait bouger, de créer une longue ramée de 100 mètres linéaires qu'on a construite avec l'ensemble des arbres qui ont dû être abattus sur ce quartier. Donc moi, j'ai passé mon temps en chantier à demander aux entreprises à ranger les tas de branches et d'arbres par taille, etc., pour qu'on puisse après constituer cette ramée. Alors ça a l'air de rien, aujourd'hui on en voit de plus en plus, sauf qu'en fait communiquer ça à des entreprises, c'est ça qui est génial, en fait, c'est à la fois de faire avec eux sur le site, mais aussi de le décrire. Et toute la difficulté était aussi pour les entreprises de chiffrer ça. Ils n'ont jamais fait ça, ils ne savent pas le chiffrer, ils ne savent pas combien ça va leur coûter, combien de temps ils vont mettre pour faire ça. Donc c'est aussi intéressant de les accompagner sur le chantier, en fait. Moi, c'est un travail qui me plaît beaucoup aussi, d'être avec, de dire maintenant avec la pelleteuse, de dire maintenant les enrochements, il faut les placer comme ça. Ça, c'est des moments qui sont très précieux, je trouve,
sur les chantiers. Donc pareil, on a aussi réutilisé pas mal de croûtes d'enrobé. Alors ici, pour faire des opus comme un opus incertum semé contre la ramée pour créer des parterres et puis réutiliser. C'est aussi l'occasion d'avoir un discours aussi sur la production de déchets aussi, hein, dans la question du réaménagement. Elle produit beaucoup de déchets dans les villes ou dans les campagnes. Et donc, on peut aussi donner une autre valeur à ces croûtes d'enrobé qu'on doit évacuer la plupart du temps. Voilà encore une petite image de Villemain-Maringer. Et puis, voilà, le plan paysage du Scotam, mais je ne vais pas pouvoir trop m'étendre. Sur donc, le plan paysage du Scotam, c'est un plan paysage qui est donc particulier. Donc le Grand Prix, il a été décerné à la fois à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Donc c'est un Grand Prix. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce prix, c'est que c'est aussi la maîtrise d'ouvrage qui candidate et qui vient aussi à l'audition pour présenter le travail. Dans ce travail, donc c'est un plan paysage qui s'étend sur un périmètre de 225 communes et 7 intercommunalités. Au départ, on ne voulait pas y aller. On n'avait pas on ne savait pas comment s'y prendre. On avait déjà fait des plans paysages, mais sur des beaucoup plus petits territoires. Et là, comment faire pour arpenter déjà, comprendre un territoire aussi vaste, comment faire pour que ce soit opérationnel, pour que ce soit concret, etc. Donc, on a finalement monté quand même une équipe avec François Roumet, l'agence Monono et Lucas Delafosse pour tout ce qui est partie mise en récit en fait du travail, et puis Alphaville pour tout ce qui était programmation et comment faire pour que ce plan paysage soit bien ancré au maximum dans le travail du SCOT. La révision du SCOT aussi était en cours et c'était le premier plan paysage qui était porté par un syndicat mixte qui portait un SCOT. Alors ce schéma, c'est le schéma du SCOT qu'ils apprécient de montrer partout. J'en parle aussi parce qu'en fait, leur vraie conviction, en fait, c'est que le paysage ne soit pas juste une petite partie dans un coin de toutes les thématiques qu'ils doivent aborder en tant que porteurs d'un SCOT, mais qu'il soit bien en sous-trame de tout l'ensemble des paysages. Donc notre commande, c'était à la fois de réaliser ce plan paysage, mais aussi de les accompagner dans leur révision du SCOT, c'est-à-dire comment faire pour que le volet mobilité, le volet construction, le volet frange, etc., intègre aussi cette dimension de paysage. Ils ont coutume de dire qu'en 2014, la partie paysage faisait à peu près 5 lignes dans le SCOT. Et aujourd'hui, en 2024, ils sont Grand Prix du paysage et ils en sont fiers parce que le paysage est devenu un axe très important dans leur méthode, dans leur quotidien et dans leur approche aussi des 225 communes et des 7 intercommunalités. On a construit ce plan paysage un peu comme alors le travail, il est là, il est tout accessible en ligne aussi si vous voulez aller regarder. Tout est accessible sur le site du SCOT de l'agglomération Messine, Scotam. Il y a un petit onglet paysage où vous pourrez tout télécharger si vous le souhaitez. Donc on a travaillé bien sûr un peu sur de la carto tout de suite en fait on a aussi travaillé en mettant un accent particulier sur l'illustration et sur la mise en page. Pour cela, nous avons fait appel à des graphistes, Nouvelle Étiquette, qui sont basés sur Metz aussi, qui nous ont aidés aussi dans toute la mise en forme graphique, donc tout ce qui était mise en page, typo, etc., pour que les livrables soient de qualité, alors, parce que chacun son métier, et que je crois que pour être percutante dans son discours, mine de rien, la communication et la forme, en fait, c'est quand même essentiel. C'est pas notre métier de savoir mettre en forme tout ça. Nous, on sait dessiner, on sait produire du document, mais par contre, de le mettre en forme, c'est encore autre chose. De l'imprimer, de suivre l'impression aussi, c'est encore autre chose. Et pour moi, un document dont on est fier et qui peut durer dans le temps, c'est aussi un document qu'on a envie de regarder, qu'on a envie d'avoir dans les mains et qui est attractif. Et donc après, dimension classique d'un plan paysage, étude de la géologie, on a essayé de raconter ce territoire sous forme d'un récit de voyage en fait. Comment on peut parcourir ce territoire pour en comprendre les grands aspects en insistant sur, alors bien sûr on ne peut pas être exhaustif,
mais en insistant sur des notions qui ont été aussi mises en avant par les élus dans les différents temps d'échange qu'on a eu sur place. On a pu aussi créer des outils. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à raconter ces paysages qui sont très ordinaires, en fait. Enfin, les paysages des côtes de Moselle ou de la Moselle étaient perçus par les habitants du territoire comme étant forcément de peu de valeur ou pas forcément très remarquables. On n'a pas des volcans, on n'a pas des grandes montagnes, on n'a pas la mer, on n'a pas le littoral. Et donc parfois, à force de les voir comme trop modestes, on peut aussi passer à côté de leur qualité. Et donc notre travail, ça a été vraiment de dire ok, ils sont modestes, mais ces paysages-là, ils ont une valeur parce que vous en racontez quelque chose, parce que il y a quand même des reliefs, parce qu'il y a une histoire sur la sidérurgie, parce que il y a des formes urbaines qui sont particulières à la Lorraine, il y a des formes géologiques qui sont particulières aussi. Et il a fallu faire tout ce travail un peu d'archéologie en fait pour mettre en valeur ce territoire. Et nous, on a choisi cet outil des cartes postales anciennes, par exemple, pour les retransformer et pour déplacer en fait le spectateur ou celui qui lit le diagnostic comme tiens, en fait, c'est un paysage d'aujourd'hui, mais on le regarde avec un caractère d'autrefois pour en comprendre les évolutions, les écueils, la place de la voiture, ce que ça donne. Donc ça nous permettait en fait d'accompagner le territoire dans le fait de faire un pas de côté sur la lecture des paysages que les habitants ou les élus ne percevaient plus vraiment. Bien sûr, le caractère du lien entre les paysages et les ressources, très important en Lorraine avec toute la sidérurgie, les paysages fertiles. Je passe un petit peu, c'est juste des extraits ça, du diagnostic. L'importance du rapport au passé militaire, hein, beaucoup de forts militaires sur le secteur, des domaines que les Messins et tous les gens de l'agglo ont du mal encore à se saisir. On voit ça encore comme un abandon, mais on a du mal à activer une action sur ces territoires. Ça commence à venir, mais c'est assez faible, puis c'est surtout sur des territoires qui sont tellement vastes et ça coûte tellement cher que c'est compliqué aussi d'agir sur ces espaces. Faut dire aussi que dans le Grand Est, on n'a pas d'école de paysage. Il y a des écoles d'architecture, mais la valeur paysage, quand il y a une école de paysage quelque part, ça fait ça remue les esprits. Dans l'Est, je ne dis pas qu'on n'a pas les esprits remués, c'est pas ça, mais c'est moins présent en fait, cette valeur du paysage, elle est aussi moins forte que dans d'autres territoires où il y a des écoles. Voilà une carte sensible qu'on a travaillée nous à la main puis traduit avec des graphistes, les graphistes de Nouvelle Étiquette qui nous ont aidés aussi à la formalisation de cette carte. 3 enjeux qui étaient aussi importants et qui ont construit toute la démarche du territoire, du plan paysage, la lisibilité du territoire, l'adaptation au changement climatique et la redynamisation des friches. Ça, c'est le sommaire, mais je vais passer. Ça, c'était juste pour montrer à quoi ressemblent les documents, les objectifs de qualité paysagère. Ce qui nous importe, c'est vraiment aussi l'importance du dessin et l'illustration par tout ce qu'on a pu entendre aussi dans les ateliers qui ont été menés tout au long de ces 2-3 ans de travail sur le plan paysage. Je passe. Un ancrage sur le territoire. Donc c'était comment faire pour que ce travail retombe ou soit connecté au territoire. C'est qu'on a relevé systématiquement l'ensemble des lieux que les gens nous citaient comme des bons ou des mauvais exemples parfois, mais en tout cas plutôt pour des bons, et des sites qui peuvent être activés dans le cadre du programme d'action. Donc voilà le document final, le programme d'action qui est constitué de 10 livrets. Notre angle d'approche, c'était aussi d'avoir des thématiques très simples, avec des mots très simples, avec le moins possible de jargon de paysagiste, pour que ça puisse être approprié aussi le plus facilement par l'équipe du SCOT qui conduit le plan paysage maintenant, et les élus et les habitants. Donc voilà quelques images extraites de ce document.
Pour compléter ce dispositif, on a travaillé avec Monono sur la réalisation, alors on a appelé ça des pastilles animées, de restitution en fait de l'ensemble de nos travaux, de nos échanges dans les ateliers par exemple. On a choisi de faire des formations, comme à chaque fois notre objectif c'était, si on réunit les gens sur un vaste territoire, il faut que nos lieux de rencontre ils puissent bouger. Pour que ceux qui habitent à Boulay, il n'ait pas forcément 1 heure de route pour aller à chaque fois, etc. Donc on a essayé bien sûr de se déplacer, mais aussi notre objectif c'était d'organiser ces temps de rencontre sur 1 journée plutôt que 2 heures, parce qu'on s'est rendu compte que les élus, ils avaient plus de facilité à bloquer une journée entière finalement, même s'ils ne faisaient pas les 3 jours, mais ils font un entièrement. Et sur 1 journée, ça nous permet aussi d'avoir des temps où on peut sortir sur le parking de la salle polyvalente juste pour observer un peu les aménagements du secteur, mais aussi se travailler, avoir des séances de travail, mais aussi pouvoir inviter des grands témoins d'ailleurs qui peuvent aussi nous raconter des choses et qu'on puisse repartir de là en ayant appris quelque chose. Donc, je vous montre juste quelques extraits des fiches actions. Donc, c'est un document qui se veut le plus facile à lire, le plus illustré possible, qui donne des postures en fait et qui permet aux élus d'avoir des clés d'entrée quand ils se posent des questions sur des sites, que ce soit par rapport à l'eau, aux arbres, au sol, aux friches, etc., à la forêt, etc. Donc on est sur un plan paysage qui est presque comme une formation. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vu, c'est-à-dire comment on parle de paysage à des élus et comment on crée des outils qui peuvent servir les élus dans les questions qui les traversent au quotidien. Voilà, je vais aller un peu rapidement. Ça, c'est l'ensemble de ce qui a été mené. En fait, on a mené à la fois entre 2018 et 2020, qui était le temps d'élaboration du travail du plan paysage, quelques cafés paysages aussi, et puis ça s'est poursuivi et on continue aujourd'hui. Notre mission se poursuit avec l'équipe du SCOT pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur programme d'action. En 2021, je crois, ils ont recruté aussi une animatrice plan paysage qui est dédiée aussi à ça. Donc, à quoi ça tient un plan paysage qui fonctionne? Parce que nous, parmi les plans paysages qu'on a réalisés, il y en a qui dorment bien sagement sous des petites armoires ou qui calent bien gentiment des endroits. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un plan paysage fonctionne ou pas? C'est aussi une vraie question. Pour moi, ça fonctionne à partir du moment où on donne des moyens humains dans l'équipe qui porte ce plan paysage. Et puis, ça fonctionne parce qu'il y a une animation permanente en fait pour agiter les territoires, amener du contenu, amener des réflexions en parallèle, des actions et des appels à manifestation d'intérêt. Mais il faut que ce soit porté par quelqu'un absolument. Sinon, ça sonne plat au bout d'un moment. Donc tout un travail sur la culture du paysage et sur la transformation concrète des lieux avec des chantiers participatifs qui ont été menés aussi sur le territoire. On en a fait un même en reliant les 2 plans paysages qu'on a fait, un sur les côtes de Moselle et un sur le Scotam. Et puis cet appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Cassons la croûte, qu'on a proposé aussi dans le plan paysage du SCOT de l'agglomération Messine, pour désimperméabiliser des cours d'école. Donc ça, c'est des sujets plus classiques que vous connaissez, qui se font maintenant un peu partout en France ou ailleurs. Donc là, voilà, c'était la première école qui a été réalisée, qu'on a menée en tant que maître d'œuvre sur une des communes du territoire. Voilà, donc c'est l'école du Ban-Saint-Martin, avec une forte participation des élèves et des services techniques tout au long de l'élaboration des études et du chantier. Donc voilà, je vous montre juste quelques mises. En haut, c'était avant. Ça fait rêver comme cours. Voilà, juste pour conclure, ce qui nous semble important, voilà, enfin, ce qui m'anime, moi, c'est ce genre de notion. Comment on peut faire appel au bon sens, repérer le parcours de l'eau, invoquer la mémoire des lieux, ne pas séparer la conception et la gestion dans la réflexion.
Tout ça sont des thématiques qui nous intéressent particulièrement et qu'on travaille dans chacune de nos missions, toujours portées par cette envie d'emmener les territoires à faire des pas de côté. J'aime beaucoup cette sculpture encore de Philippe Ramet, c'est le même sculpteur que le sculpteur du début, qui a fait cette sculpture qui s'intitule L'éloge du pas de côté. Je vous remercie. Merci pour ces 2 interventions qui étaient tout à fait dans un temps raisonnable de conférence. Bravo pour le partage du temps et l'échange. On va passer à la deuxième partie donc, de cette conférence. C'est la partie échange avec vous, la promo 2025 de Versailles. Du coup, vous avez des questions à poser à nos 2 intervenants? Je passe la parole à Benjamin. Merci à vous 2 pour vos interventions. Je voulais revenir sur l'intervention d'Omnibus, parce que je pense qu'on n'est pas tous au courant même de ce qu'est un SCOT finalement, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la promotion de DEP3. Et donc je pense que ça serait intéressant de nous expliquer un peu plus finalement comment concrètement, mis à part les AMI que vous avez cités ou les actions concrètes de chantier participatif que vous avez citées, mis à part ces actions, comment en fait le SCOT peut agir sur les territoires et sur les documents d'urbanisme et tout. Merci. Oui, un SCOT, c'est un document d'urbanisme, schéma de cohérence des territoires, qui se situe au-dessus des PLUI, des PLU intercommunaux, et qui donne un cadre à ces territoires en matière d'urbanisme, mais aussi en matière de mobilité ou de biodiversité, trame verte, trame bleue. En gros, c'est un cadre que les PLUI doivent respecter. Je rappelle qu'un plan paysage n'est pas un document opposable, c'est un document qui est basé sur la volonté en fait, d'une maîtrise d'ouvrage de porter un plan paysage. Aucune obligation à en faire un pour les territoires. Par contre, quand il y en a un qui existe, les PLUI ou les SCOT doivent s'y référer et le prendre en compte. Donc, en quoi le SCOT peut agir, c'est très particulier. En effet, il y a des plans paysages qui sont... nous, on a fait des plans paysages sur 13 communes et évidemment, les résultats ne sont pas du tout les mêmes que sur un plan paysage sur 225 communes. Le SCOT, je crois qu'en fait, il y a aussi un déficit de la culture des paysages au sein même de ceux qui portent des SCOT. Donc, ce plan paysage, il a permis d'apporter une culture paysage à ceux qui portent les SCOT et qui font les documents d'urbanisme. Et faire en sorte que, parce qu'en fait c'est la même question dans les PLU intercommunaux, comment faire pour que la question du paysage apparaisse bien sûr dans le diagnostic, ça c'est généralement assez facile. On va faire un diagnostic sur la mobilité, etc., sur la biodiversité, puis il y aura un volet paysage à un endroit, on va tout décrire, et puis après, par contre, comment ça se traduit dans le règlement, c'est ça notre travail en fait, c'est comment faire pour que ces questions qu'on soulève, nous, paysagistes, dans le volet paysage, ils puissent aller jusqu'à la traduction réglementaire. C'est tout ça la difficulté. Et en fait, cette question du paysage, elle est n'importe où. Pour moi, c'est comment la volonté, je pense, c'est de faire comprendre à des élus que quand ils se posent une question sur un stationnement, par exemple, ou sur l'enfouissement de leur réseau dans leur village-rue au fin fond de la campagne, que cette question ne soit pas, on n'y réponde pas uniquement par une question technique, mais qu'on se pose, qu'on en profite pour se dire, ok, alors si je dois enfouir tout ça, donc ça veut dire que je vais faire des tranchées partout. Donc en faisant des tranchées, peut-être que tiens, je vais réunir peut-être des réseaux pour me libérer de la place pour faire autre chose, mais pour faire quoi? Ok, est-ce que c'est pour stocker de la bagnole? Oh, peut-être pas, peut-être que la voiture, on pourrait la mettre ailleurs. Et du coup, là, il y a un projet qui peut naître. On voit aujourd'hui que les élus, pour aller vers une transformation d'espace public, ils ont besoin d'avoir des déclencheurs financiers. On voit l'agence de l'eau, le travail que fait l'agence de l'eau aujourd'hui. Alors moi, je connais particulièrement celle de Reimeuse sur le territoire du Grand Est.
Mais ce travail, c'est-à-dire la subvention sur les cours d'école, la désimperméabilisation, permet à des élus de s'engager dans une transformation d'espace. S'il n'y avait pas ce bouton appuyé sur les finances, ce serait plus compliqué. Et du coup, en abordant le territoire par un angle, ici, la désimperméabilisation, ou comment on fait pour réduire le coût des collectivités en termes de tuyaux pour gérer de l'eau de pluie, alors ça nous permet à nous, paysagistes, d'arriver, de dire « Ok, on va résoudre ce problème-là ». Mais on va aussi résoudre le problème de la répartition genrée ou entre les filles et les garçons dans les cours d'école, par exemple, le ballon, le foot, par exemple. On pourrait résoudre ce problème aussi. On pourrait aussi trouver une solution pour que ce soit plus facilement surveillable, entre guillemets, ou par les professeurs des écoles sur le site. Et on peut aussi trouver des solutions pour que les services techniques, eux, qui voient ça d'un mauvais œil, ils se disent « Ouais, mais là, ils vont mettre des plantes partout. Moi, ça va me faire plein de travail en plus. Comment je fais pour m'y prendre ? Ok, comment on fait pour l'accompagner ? Quelles plantes on met ? Il y a la sécheresse aussi. Comment on fait pour que, on prévoit des espaces qui n'ont pas besoin d'eau, ou le moins possible, ou que la première année. Et tout ce travail-là est permis, en fait, au départ, par le fait d'activer, en fait, un sujet. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Je crois qu'en fait, pour que les élus dans les territoires, alors je pense plutôt aux villages qui n'ont pas l'ingénierie des services techniques comme dans les grandes villes et qui n'ont pas la culture, la formation aussi pour répondre à ces enjeux complexes, en fait, il faut réussir. Pour moi, ce plan paysage, il a ça comme rôle. C'est-à-dire qu'il peut leur permettre d'entrer dans l'action par un biais. Est-ce que c'est l'arbre, l'eau, la place de la voiture, et au fur et à mesure, en fait, nous, on a passé notre temps à leur dire, ouais, mais si on commence à agir sur ce thème, alors on peut aussi résoudre ça, et on peut aussi résoudre ça, parce que toute l'énergie que coûte la transformation d'un lieu, il faut qu'elle nous serve non pas seulement à enfouir les réseaux, mais aussi à répondre à tous les autres enjeux qui sont là. Et c'est en ça que nous, notre travail, il est génial pour ça, parce qu'en fait, d'une commande qui est parfois très réduite, on peut nous l'ouvrir pour avoir des réponses multiples. Ça, c'est génial de faire ça. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais à l'échelle du SCOT, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'eux avaient aussi besoin de vocabulaire clé et d'ancrage. Voilà, comment on plante un arbre. Parfois, il ne s'agit pas juste... il n'y a rien de pire que les mesures de compensation dans des zones industrielles, par exemple. Ok, on va planter, ils vont nous planter plein d'arbres, mais on ne se sera pas posé la question de comment et surtout pourquoi faire. Qui va aller entretenir ces arbres ? Le sens, donner du sens. Et donc, ça paraît bête, en fait, mais les territoires, ils ont besoin de se recentrer toujours sur pourquoi on fait ça. Et je crois qu'un document comme le plan paysage, il permet ça. C'était une réponse beaucoup trop longue. Surtout, ce qui est intéressant aussi à l'échelle des SCOT, c'est que finalement, les communes sont obligées de travailler sur les interfaces entre chaque commune. En fait, c'est limite... C'est vrai que nous, on a vécu le passage du POS au PLU, le passage au PLUI, en fait, et puis à ces territoires qui sont pour les paysagistes beaucoup plus intéressants, ces territoires d'agglomération. Et donc, ce sont des échelles sur lesquelles on peut travailler correctement, on va dire. Et puis le SCOT, il a aussi cet énorme avantage qu'il est en réseau avec les 225 communes. Moi, je n'ai pas les mails des 225 maires. Le SCOT, il peut apparaître maintenant comme le référent paysage. C'est-à-dire que si la communication maintenant, là, c'est ça qu'on travaille avec eux. Comment ça, le travail se poursuit, c'est pas du tout fait. Enfin, c'est en cours, quoi. Ils en sont conscients qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais pour moi, c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'ils ont accès à un réseau qu'on peut dire là tout à coup, en prévoyant des conférences itinérantes à l'extérieur, etc. On peut avoir un réseau de 225 équipes communales qui se posent des questions et qu'on peut faire travailler ensemble aussi. Pour moi, les appels à manifestation d'intérêt, ils ont aussi un intérêt. Parce qu'en fait, souvent, quand on parcourt les territoires, les gens nous parlent tous des mêmes problèmes. Enfin, je veux dire, on a à peu près tous les mêmes problèmes, sauf particularité, mais souvent, c'est les mêmes problèmes que les gens rencontrent. Et ils inventent un peu tous l'eau chaude, chacun à leur tour. Quand on crée, je vois sur les côtes de Moselle, on avait fait ça, un atelier plessage, avec Romain Bocquet d'ailleurs, en invitant les services techniques des 13 communes. Donc, les services techniques, c'est les employés communaux des 13 communes. Ce n'est pas des grands services techniques.
En fait, à la fin de la matinée de travail sur le plessage, c'était un peu un prétexte qu'on avait là, en fait, les employés communaux se sont dit « Ah, mais toi, tu as cet outil-là, mais moi, je ne sais pas l'utiliser. Ah, toi, tu sais faire cette taille sur cet arbre-là, moi, je ne sais pas faire. Est-ce que peut-être tu pourrais venir ?» Et là, on se dit « Ah, ok, les mecs, ils sont en train de se mettre en rapport, là. Super, il se passe un truc pour qu'ils puissent échanger et se donner des bonnes astuces. » En fait, pour moi, à l'échelle du SCOT, c'est la même chose. Comment faire pour qu'un territoire n'attendent pas toute l'ingénierie qui vienne d'ailleurs, mais qu'ils se construisent aussi leur propre ingénierie en se passant les astuces. En fait, c'est un peu bête, mais c'est un travail, ça doit être un travail d'équipe, d'auto-formation. Ouais, cette idée de cohérence, en fait, c'est de la coopération potentiellement. Exactement. Hier, dans leur rendu d'APR, ils avaient comme personne référente la directrice de la Fédération des Scots, c'était la Grâce, qui était hyper intéressée par vos travaux, qui reconnaît dans le travail du paysagiste le sujet du SCOT, quoi, en fait. Une autre question ? Déjà, merci. Moi, je voulais savoir, vous aviez parlé que notre rôle en tant que paysagiste, c'était de... Ah mince, faut que j'approche. C'était de savoir ce qui allait pas et que les habitants et les élus ne voyaient plus. Et je voulais savoir comment vous aviez procédé, si vous avez fait des réunions de concertation avant, si vous avez fait de l'observation au contact des habitants et des élus, ou si vous aviez fait avec des critères précis que vous avez énumérés comme les proportions, les distances, la végétation, et comment vous avez repéré. Merci pour cette question. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est pas tellement mon analyse que je dois... Enfin, j'ai ma propre analyse d'un lieu, mais par contre, ce qui m'intéresse dans le cadre de ces travaux, mais que ce soit sur une maîtrise d'œuvre ou un plan paysage, pour moi, c'est pareil, c'est que les élus, habitants, services techniques se prononcent sur leur propre espace. Donc, il n'y a pas... Enfin, c'est pas une méthode très compliquée, hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument être dehors. Ça, c'est la base. Je pense qu'être dans une salle et regarder des photos de paysages, ça fonctionne moins bien. Quand on est dehors, tourner vers un paysage ou vers un espace, alors on partage tous la même expérience sur le moment. Donc, prendre le temps de s'arrêter sur cet espace permet aux gens de réaliser comment fonctionne l'espace. Et en fait, l'analyse, le diagnostic, il se fait là, sur place, en relevant leur choix de mots. Ça, c'est important, je crois, que ce n'est pas nos mots à nous qu'il faut relever, c'est les leurs. Et puis, en étant très à l'écoute de ce qui se dit sur ce moment-là. Et alors, parfois, parfois juste on note les mots, parfois on leur donne des feuilles avec la photo du lieu, puis ils redessinent dessus, ou ils prennent des notes dessus. Il y a plein de façons de faire, il n'y a pas de recette magique, je crois, c'est aussi comme on le sent en tant que paysagiste. Mais pour moi, ce qui est en tout cas primordial, c'est d'être dehors. Je n'arrête pas de dire maintenant à tous les élus que je croise, et notamment dans le cadre de ce Grand Prix-là, je crois ça devrait être interdit de faire des réunions d'élus sans qu'il y ait un moment dehors. Voilà, je propose ça. Peut-être que si Emmanuel Macron m'écoute, non, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça me permet. Je trouve que c'est intéressant. On devrait avoir 10 minutes d'intro à sortir de la salle et à dire ok, tiens, mais si je suis une goutte d'eau de pluie là ici, qu'est-ce qui se passe sur ce parking là? Je vais où en fait? Ah ouais, c'est dommage. J'aurais pu aller dans l'espace enherbé, mais il y a une bordure qui m'en empêche. Dommage. Prendre le temps d'observer en fait les espaces, c'est acquérir une culture. Et en fait, parfois, avec peu de moyens, on n'a pas forcément besoin de louer des bus, etc. Juste sortir de là où on est, c'est important. Et je crois qu'on travaille même mieux en plus après. Merci. Une autre question ? Moi, j'avais une question pour Baptiste, parce que je trouvais intéressant que tu prennes le relais d'Alain Frétet, qui est un autre Grand Prix du paysage récent, sur certains des projets que tu as cités. Et donc, je me demandais comment ça fonctionnait en fait, de travailler sur un site où le schéma directeur, si j'ai bien compris, a été dessiné par un paysagiste qui a une approche très sobre. Et donc, à quel point
ce schéma directeur contraignait votre dessin? Est-ce que ça s'alignait plutôt avec votre philosophie, et comment vous étiez débrouillé pour trouver une proposition à vous? Oui, effectivement. Donc c'est un schéma d'intention effectivement qui a été réalisé par Alain Frété, qui travaille régulièrement pour le Conservatoire du Littoral. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des missions en fait qui s'emboîtent. Donc là, je vais prendre le cas de cette mission, mais il y a d'autres missions en fait où on intervient après des confrères. Donc et puis, ça nous arrive aussi qu'il y ait d'autres confrères qui prennent le relais d'études préopérationnelles qu'on a réalisées. Donc, en général, c'est souvent, nous, on remet en question les choix qui ont été faits. Donc là, sur ce projet, il s'avère que même si on partage la même philosophie, après, il y a des questions techniques, des questions, il y avait des flous, en fait, qui restaient encore sur des réserves foncières, en fait, aussi des acteurs aussi qu'il fallait prendre en compte. Donc le projet évolue dans ce sens-là. Et puis après, voilà, c'est aussi une autre échelle. C'est une philosophie, mais c'est aussi après une autre échelle d'intervention, puisque en fait, on travaille sur un projet d'aménagement. On vient donc là dessiner les garde-corps, les emmarchements. On vient. Donc c'est effectivement une question qu'on nous pose souvent, mais pour moi, il n'y a pas. Je me considère pas. Je pense qu'on partage beaucoup cette philosophie de pas comme des artistes en fait. C'est pas une œuvre en fait. Le projet c'est quelque chose qui se partage, qui est issu d'une maîtrise d'ouvrage, d'une volonté, et qui doit sans cesse être remis en question. C'est-à-dire que moi, si demain on contredit un de mes projets et on dit et finalement c'est quelque chose avec des solutions qui sont meilleures, je pense que c'est une bonne chose. Et donc c'est comme ça, mais c'est quelque chose qui est très fréquent, et c'est vrai qu'il y a cette volonté de l'agence d'emboîter les échelles, mais en fait les projets, c'est très très rare en fait d'avoir un projet de grand territoire qui se concrétise en fait par un projet d'aménagement. Ça nous est rarement arrivé. C'est souvent en fait c'est des missions qui sont du fait de la commande publique en fait, qui sont un élément de temps et une échelle, et puis après c'est quelqu'un qui vient prendre le relais. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent. En tout cas, voilà, pour ce projet, c'était un plaisir de travailler en continuité aussi d'Alain Frété, parce que c'est un travail, dans une philosophie qu'on partage. Et, donc voilà pour répondre à votre question. Merci pour la présentation. J'ai une question pour Omnibus. Tout à l'heure, vous avez dit que les communes et les élus n'étaient pas accompagnés dans les petits villages souvent. Mais en Moselle, il y a l'agence d'assistance qui existe, non ? Dont un des coprésidents fait partie de la Comcom de la Scotam. Ils ont été impliqués dedans ou pas ? La MATEC ? Oui. Ils ont été impliqués dans le plan paysage. Non, pas vrai. Ils ont suivi les restitutions, mais pas plus en fait, parce qu'en fait le travail, il était vraiment à destination des élus d'abord et des services techniques des élus. En fait, nous à chaque fois, on invitait les chargés de mission qui pouvaient y avoir aussi dans les EPCI, en fait, dans les intercommunalités. La MATEC, au même titre que le CAUE, où ils sont très liés les deux, ou les PNR ou les autres partenaires institutionnels, étaient invités systématiquement à chaque atelier ou à chaque rendu. Donc ils ont pu contribuer. On a invité aussi, il y avait VNF, il y avait différents acteurs ont contribué aussi aux échanges. Pour moi, un peu au même titre, c'est tout l'enjeu de la gouvernance en fait de ce genre de travail entre les comités techniques, pilotage, tout ça. Parfois, on s'y perd un petit peu, mais
Mais là, ce qui a été choisi, c'est qu'il y ait une diffusion de l'information auprès de tout le monde, une volonté que chacun puisse s'exprimer et lire tous les comptes rendus. Par exemple, tous les comptes rendus ont été aussi mis en forme, etc. Je sais j'ai le souvenir d'un quelqu'un de la DDT qui avait lu les 250 pages de compte rendu et qui avait trouvé ça très intéressant. Ouais, il y a quand même des gens qui font un travail de fond. Mais voilà, donc pour moi, il y a le public cible, c'est vraiment les élus. En tout cas, de ce plan paysage du SCOT, c'était vraiment les élus d'abord. Parce que si je vous pose la question, j'y ai travaillé quelques années. Et comme toutes les communes adhérentes, c'est toutes les communes, il n'y a pas d'argent et ça passe systématiquement dans les mains des mêmes projeteurs, pour ainsi dire tout le département. Si ces gens-là ne sont pas sensibilisés à votre travail, du coup, ça va être dilué en fait. Alors le SCOT travaille avec chacune de ces EPCI et rencontre les communes en fait pour valoriser la démarche du plan paysage. Là, nous actuellement, on travaille encore avec eux pour voir comment on fait pour traduire ça, parce qu'en fait, c'est un document qui, en effet, faut avoir le temps d'en prendre connaissance. Et surtout, il faut les actions qui vont bien avec et qui font un bon écho avec les thèmes qui sont d'actualité pour les élus. Donc c'est ça l'enjeu en fait, c'est savoir comment on peut répondre aux besoins des élus en faisant le bon appel à manifestation d'intérêt, la bonne conférence, pour moi le vrai outil c'est constituer des groupes de travail qui rassemblent plusieurs communes qui sont intéressées par un sujet et comment on fait pour que ces élus puissent monter en compétence sur ce sujet et s'entraider pour monter des bons cahiers des charges, avoir une bonne programmation sur la thématique qui les intéresse et les aider à être accompagnés. C'est en plus de ce que peut faire la MATEC ou le CAUE. Mais pour moi, c'est une autre démarche vraiment axée aussi sur la base du paysage. Et que ce soit partagé, c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai le sentiment que la MATEC ou le CAUE répondent plutôt c'est très unilatéral entre une commune et un service technique, enfin un service d'ingénieur. Pour moi, l'intérêt, c'est encore ce qu'on disait avec Béatrice, c'est la collaboration en fait. Comment faire pour que ces élus soient aussi dans une certaine autonomie en fait. C'est un peu comme, je vais encore reparler des ados, mais on parle élever des enfants, c'est aussi leur apprendre à devenir autonomes. En fait, ça n'a aucun sens de faire à leur place. Donc, il faut bien se gaufrer pour comprendre pourquoi on s'est gaufré à un endroit. Donc, il faut lâcher ça. Pour moi, le travail avec les élus, c'est aussi ça. Et sur la question du paysage, l'enjeu derrière, c'est d'avoir, pour nous aussi paysagistes, des bons cahiers des charges. C'est d'avoir du travail qui a du sens et qui est bien posé. C'est des missions qui sont bien posées aussi pour nous, bureau d'études après derrière. Pas toujours le cas avec ce qu'on peut voir sur les marchés existants sur la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. Bonsoir, merci pour vos interventions. Je voulais savoir par rapport à vos réunions de concertation, si vous aviez un protocole, une méthodologie, ou si vraiment vous vous laissez porter en fonction des gens avec qui vous entretenez, en fonction des citoyens, des élus. Ou si c'est vraiment quelque chose de très protocolaire. Oui, je vais répondre. On peut répondre à deux. Oui, donc la concertation, c'est quelque chose qui est souvent demandé, effectivement. Il n'y a pas forcément de cadre. Je crois qu'il y a un cadre législatif dans le cadre de zones d'aménagement concerté, mais c'est très flou. Et, c'est quelques lignes et un PV qu'il faut signer. Non, concrètement, la méthode, c'est quelque chose qu'on nous a appris à l'école de paysage. En fait, c'est semi-directif. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser les gens parler, mais bien sûr, on les guide. Donc, c'est souvent sur le terrain. Et puis, après, je laisserai parler aussi Anne-Cécile. Nous, on est souvent aussi accompagnés par des gens dont c'est la spécialité. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de croiser les regards, parce que c'est pas des gens aussi des personnes, des bureaux d'études qui sont spécialisés sur les questions de paysage. Donc en fait, ils vont aussi aborder la question de l'espace différemment. Et ça, c'est intéressant.
Et puis voilà, le terrain. Enfin, moi, c'est par contre dans tous nos projets, hein, c'est des visites de sites à minima avec les élus. Et puis ça dépend de l'ampleur, mais ça peut être aussi voilà, répété. Et c'est toujours donc le même cadre, une méthode oui, qui s'adapte légèrement sur les outils. Hein. Il y a plein de choses, mais c'est surtout la visite de site. La méthode, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de méthode. Peut-être la seule chose qu'il faut ne pas rater, c'est pourquoi on fait ça. Et faire une réunion avec la maîtrise d'ouvrage qui veut faire de la concertation. Il ne s'agit pas de dire je veux faire de la participation et puis ça y est, allez, on prend notre sac à dos et puis on est parti. Pour moi, ça a beaucoup d'écueils. Hein. C'est très dangereux, les démarches participatives. Il y a un très bon livre là-dessus de Nicolas Rio qui s'appelle « Pour en finir avec les démarches participatives ». C'est volontairement un peu provoque ce titre. C'est très intéressant, je vous invite à le lire parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écueils dans lesquels on pourrait tomber aussi. Et que actuellement, la démocratie, elle est fragile et que on ne peut pas se permettre de faire venir des habitants, des élus, etc., sans mesurer l'importance de cette prise de parole. Qui parle ici ? Est-ce que c'est ceux qui prennent tout le temps la parole ou pas ? Qui sont... Souvent, les gens qui viennent en réunion publique, c'est des gens qui se sentent déjà légitimes à parler, qui ont déjà un certain bagage, une connaissance, ils sont directeurs d'asso, ils sont anciens élus, etc. Qui vient parler dans ces réunions publiques ? Qu'est-ce qu'on veut entendre ? Est-ce que la maîtrise d'ouvrage, elle est prête à écouter ? Qu'est-ce qu'elle veut, la maîtrise d'ouvrage ? Est-ce qu'elle veut confirmer un propos ou une intention qu'elle a déjà ? Est-ce qu'elle veut ouvrir vraiment le débat ou est-ce qu'elle veut juste cocher la case j'ai fait de la démarche de concertation, c'est bon, l'agence de l'eau, vous pouvez me donner des sous, c'est bon, ça marche, j'ai coché la case. Pour moi, ça c'est le premier travail à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas engager de démarche participative si on ne connaît pas les intentions et éclaircir les intentions de départ. Est-ce qu'on veut des idées des gens ? Mais dans ce cas, il faut être prêt à les écouter et à les prendre en compte. Si on pose des questions sur, par exemple, un réaménagement de lieu, ça veut dire qu'on s'expose aussi à la possibilité que les habitants proposent des choses qui ne sont pas faisables. Ça veut dire que ça nous incombe à nous d'expliquer pourquoi c'est pas faisable. Donc ça veut dire que ça prend du temps pour dire « Ah bah oui, mais vous voulez planter des arbres, c'est sympa, mais en fait, il y a des réseaux partout, là, ici en dessous. Si je plante ici, j'ai un problème avec les réseaux. Donc c'est soit le gaz, soit les arbres. Au choix. Je vais un peu volontairement, je caricature, mais il faut savoir dans quoi on s'engage quand on pose des questions. Hein, il va y avoir probablement peut-être des référendums cette année, par exemple. Comment va-t-on faire pour répondre à une question si on n'a pas les outils pour comprendre correctement la question ? Les questions peuvent être détournées. Il y a eu des référendums qui on a dit bah, la question elle est compliquée et puis finalement on répond oui ou non à un gouvernement. Je dis ça, je pense que notre engagement en termes de démarche participative, j'ai commencé par dire que je crois que notre profession elle est politique, vraiment fondamentalement c'est politique. Je crois que la démarche participative, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas un travail préalable pour dire à la mairie, à l'élu, ok, vous voulez engager quelque chose. Qu'est-ce qui se passe s'il y a ça qui est dit ? Est-ce que vous serez prêt à l'entendre ? Qu'est-ce qu'on attend de cette réunion ? Et du coup, si on détermine bien les objectifs, alors la méthode de travail, elle découle de ça. Ok, si c'est ça qu'on veut, bon, on fait travailler les gens sur des plans ou à l'échelle 1 en matérialisant les espaces dehors, etc. Il y a plein de possibles après derrière. Tout est à inventer. Mais seulement une fois qu'on a l'objectif qui est clair. Encore une question ? J'ai aussi une question sur un sujet politique qui est celui des énergies renouvelables, puisque Baptiste, tu indiquais que tu avais réalisé un plan de paysage là-dessus, et c'est
c'est une question qui revient. Je crois qu'il y a une législation sur l'accélération enfin, les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc déjà, je me demandais si vous anticipiez ça en tant qu'agence comme source de projet potentiel, si ça se faisait déjà, des appels d'offres ciblés sur des réflexions sur ces zones. Et pour Anne-Cécile, si c'est une problématique, celle des énergies renouvelables, qui est apparue dans le SCOT au prisme du paysage. Oui, on a eu deux, trois sujets sur la question comment en fait ça s'appelle des schémas de. En fait, maintenant toutes les collectivités vont le faire. Ce qui est intéressant, c'est le schéma de déploiement des énergies renouvelables. Donc, c'est-à-dire d'avoir une planification, que les choses se fassent pas à l'opportunité en fait de mettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas, par exemple en Vendée, où en fait n'importe quel promoteur peut voir un agriculteur et puis après développer des énergies. Aujourd'hui, les collectivités commencent à voir le problème en fait que ça crée ce vide et elles essaient de planifier. Donc, je trouve je trouve ça intéressant et je pense que c'est intéressant aussi que les paysagistes se saisissent de ces sujets. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette approche dans la globalité. Donc, pour ça, on travaille avec un réseau qui est le réseau Négawatt, en fait, où on a développé aussi des outils paysage et énergie avec l'outil Étape, en fait, qui est un outil comme un jeu de société, en fait, qui permet de spatialiser l'énergie. Et encore, c'est encore une porte d'entrée pour parler d'autre chose, pour parler d'aménagement du territoire. Et sur ces questions, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'approche spatiale. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de déploiement des énergies renouvelables, mais quelle place ça prend? Et en fait, voilà, d'expliquer en fait sur place, d'aller voir en fait, en fait, les gens disent non, on veut pas d'éoliennes, il faut mettre des panneaux solaires en fait sur les toitures. Et puis en fait, de voir sur place qu'en fait une éolienne, ça équivaut à 500 maisons équipées de toitures. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qui ont été développés par des énergéticiens, mais je trouve ça très intéressant de les utiliser. Ou alors, c'est une éolienne, c'est 10 hectares, et on va sur site, on fait, alors là, ce village, il y a combien de maisons? On s'aperçoit qu'il n'y en a même pas... 30, que c'est en secteur ABF, c'est très compliqué. Donc en fait, voilà, c'est aussi se confronter en fait à des réalités. Et puis c'est aussi la démarche Négawatt aussi, c'est aussi de se dire qu'en fait aménager une piste cyclable, c'est aussi en fait lié à l'énergie, les mobilités, la sobriété. C'est aussi des questions, donc c'est intéressant sur ces sujets-là, et je pense que voilà, c'est des choses qu'il faut absolument, que les paysagistes se saisissent de ces questions. Pour qu'on n'ait pas en fait juste une réponse seulement technique, qu'on réfléchisse dans la globalité. C'est vrai que les choses s'organisent aujourd'hui, puisque les collectivités doivent avoir des plans de PCAET, de planification de leur consommation et de leur production. Et donc après, c'est intéressant de spatialiser ça. Et je pense que les paysagistes, toujours accompagnés d'énergéticiens, sont très légitimes. Et là, il y avait une question sur le SCOT de l'agglomération Messine. Il y en a pas, sur le SCOTAM, il n'y a pas eu cette question de l'énergie renouvelable qui était posée à ce moment-là. Par contre, depuis, moi j'ai travaillé avec l'agence Follet Gauthier aussi sur la réalisation d'un plan paysage sur le SCOT des Vosges centrales qui était axé sur la transition énergétique. Et sur ces questions, le problème c'est qu'on n'a pas le temps d'en parler trop, mais moi je suis un peu partagée. Je ne sais pas trop comment. C'est une vraie question sur les paysages et les énergies. Bien sûr, il y a une question sur la production d'énergie et l'impact de ces dispositifs de production d'énergie, mais j'ai le sentiment que
c'est presque plus facile de parler de l'implantation d'une éolienne et de panneaux photovoltaïques, etc. C'est-à-dire comment on fait pour intégrer au mieux ces dispositifs, sachant que bon, je reste un peu sur ma faim, parce que la marge de manœuvre sur les éoliennes, sur une éolienne de 200 mètres, la marge de manœuvre pour intégrer une éolienne de 200 mètres, elle est quand même assez faible quand on parle de paysage. Bien sûr qu'il y a des stratégies à mettre en place, etc., mais c'est quand même assez faible. En tout cas, on en parle beaucoup pour finalement une marge de manœuvre qui est assez faible. Donc je m'interroge sur la place du paysage dans ces questions-là. Et je pense qu'elle doit y être, mais je pense qu'on est en train de la façonner. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts. En tout cas, moi j'ai très peu d'expérience, mais je sens qu'il y a une expertise en termes de paysage qui est en train de se fonder. Par contre, je pense que c'est plus facile de parler de ça que de parler justement, comme ce que tu disais, de la sobriété. Et je pense que c'est ça le vrai sujet. Les objectifs en termes de diminution de carbone, ils dépendent de notre capacité à produire autrement de l'énergie, mais aussi, et en fait, et surtout, de notre capacité à réduire notre consommation. Et ce sujet-là qui a un vrai impact en termes de paysage, c'est-à-dire comment on fait pour se mouvoir dans des territoires où tous les villages ils sont très éloignés, etc., autrement qu'avec la bagnole et qu'avec chacun une voiture, ce sujet-là, y a une, je pense, peur, crainte, frilosité, pas envie, on fait l'autruche, mais ce sujet-là, il est toujours mis de côté. Et alors que là, on a un vrai rôle en tant que paysagiste, je pense beaucoup plus important même que sur l'implantation de panneaux photovoltaïques, etc. C'est mon avis, mais j'ai le sentiment que ce sujet de la sobriété, il est beaucoup plus important et il faut que nous, on monte au créneau là-dessus tout le temps et que ce soit vraiment beaucoup plus poussé et approfondi par nous, les paysagistes. Quelques mots de notre étudiant qui a travaillé sur le SCOT des Vosges centrales sur la sobriété par le vélo. Quoi dire ? Si, on a bien senti que dans le SCOT des Vosges, la question du vélo était un peu, les mobilités étaient un peu moins abordées et qu'on a pu répondre un peu à cette question sur un territoire qui était un peu plus petit, on va dire, entre Épinal et Mirecourt, qui est vraiment deux gros points importants des Vosges et que visiblement, tout le monde a été très content du travail qu'on a pu produire, donc ça, c'était plutôt gratifiant. Le SCOT aussi nous a beaucoup encouragés dans cette dynamique-là, et ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on a essayé d'approcher le paysage aussi par la nourriture. On avait fait un rendu un petit peu avec les maires autour d'une découverte un peu des produits locaux, et pour nous, c'était aussi ça, de parler du territoire aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, je ne suis pas sûr. J'avais deux questions. L'une portée sur la participation, donc vous avez déjà amplement débattu. Mais j'ai peut-être juste sur cette question de la participation, moi, c'est toujours la question de la taille du territoire qui me pose question. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on ne peut pas faire la même chose quand on travaille à l'échelle d'un village et puis quand on travaille à l'échelle de 250 communes, c'est plus, enfin voilà, c'est énorme. Mais bon, on a eu les éléments de réponse. Et une autre question, mais qui n'est pas très drôle, donc je ne suis pas sûr, pour conclure, c'est vraiment pas une bonne idée, mais c'était le rapport réglementaire. Et en vous entendant, parce que tous les deux, vous êtes concernés, hein, que ce soit du côté du SCOT, du côté d'un PLUI, et en vous entendant, et c'est plutôt une réponse qui, moi, me va bien, hein, mais j'ai plutôt le sentiment que l'apport du paysagiste, c'est pas par le règlement qu'il passe, c'est vraiment par des dynamiques, des positionnements, une ouverture de réflexion, etc. Mais du coup, j'aimerais bien vous entendre sur votre rapport au réglementaire dans ces documents de planification qui ont une forte composante réglementaire. Oui, donc moi j'ai déjà participé à l'écriture de règlements de PLU, et en fait c'est un peu l'anti-paysage, puisqu'il s'agit d'écrire une règle qui s'applique partout, en fait, qui un peu l'inverse de notre approche. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le côté voilà, qui
qui nous débectent un peu. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le règlement. Et d'ailleurs, souvent les plans de paysage aussi peuvent se traduire sur des orientations d'aménagement et de programmation qui en fait sont des documents qui sont opposables, donc qui permettent aussi de contraindre. Mais en fait, c'est toujours aussi qui s'en saisit après. Donc en fait, je pense que c'est vraiment très limité. Après, c'est tout l'enjeu aussi de créer des maîtrises d'ouvrage et des réseaux en fait qui prennent la suite. Et en fait, on voit bien sur les métropoles en fait que c'est hyper. Ces outils de planification sont hyper efficaces, enfin plus efficaces en tout cas qu'en milieu ruraux. Et ensuite, l'évolution réglementaire aussi, ça crée le paysage en fait. C'est aussi aujourd'hui les réductions de. Enfin, je parle par exemple la Bretagne qui s'est énormément étendue aussi. On arrive sur le ZAN, donc les restrictions d'artificialisation des sols, et c'est des choses aussi qui créent qui obligent en fait à avoir des nouvelles réflexions et des nouvelles formes. Donc c'est aussi dans ce sens-là aussi l'évolution réglementaire. Il faut aussi être au fait et puis pouvoir après y répondre dans nos missions. C'est presque une question philosophique, presque. On pourrait l'envisager comme ça aussi, le règlement. En fait, je crois que le paysagiste, il peut travailler le règlement que si il a en effet bien amené le sujet avant. Et qu'il n'y a pas pire qu'un règlement qui est trop restrictif finalement. Donc nous, notre rôle, je pense, dans ce type de mission, c'est que dans les phases qui précèdent l'écriture du règlement, on emmène les gens à se poser les bonnes questions. Ça veut dire quoi d'imposer à tout le monde que les volets sont bleus ? Est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce que si à un moment il n'y a pas des tonalités de bleu différents, ou si on n'ouvre pas même, ou si on fait confiance en fait ? Peut-être que c'est ça en fait notre rapport au règlement, il est sur le besoin du contrôle. Et donc, pour moi, si on mène un travail collaboratif avec des gens qui ont une certaine culture, donc ça veut dire qu'il faut se poser les questions, ça ne veut pas dire être super cultivé, ça veut juste dire qu'il faut avoir eu l'occasion de se poser cette question avant d'écrire un règlement. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Quand on écrit un règlement de PLUI, on peut être très restrictif parce qu'on veut tout contrôler. Mais en fait, on peut aussi passer à côté de formes ou de propositions qui peuvent être aussi très riches de sens ou très adaptées justement, comme tu le disais, à un lieu parce que voilà. Donc c'est ça l'enjeu en fait. C'est pas de trouver des solutions à la place d'eux, c'est de les emmener à avoir une posture et une méthode qui puissent leur permettre de créer des cadres qui soient pas restrictifs, mais un cadre qui n'est pas restrictif, c'est un cadre dont on sait quel est l'objectif, encore une fois. Qu'est-ce qu'on veut ? Et donc, pour moi, à chaque étape, il faut en permanence se rappeler, mais en fait, c'est qu'est-ce qui nous intéresse ? On ne se plonge pas dans l'écriture d'un règlement sans se rappeler pourquoi on fait ça, en fait. Ok, attends, dans les paysages, dans les usoirs, c'est ça qui nous intéresse. Donc attends, c'est l'ouverture et la proportion. Donc si je reste, peut-être que s'il se passe ça, donc je peux peut-être proposer ce cadre-là. Et donc en fait, je crois que notre capacité à nous paysagistes, c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est qu'on n'arrête pas de faire des bonds entre les échelles. On nous apprend ça tout le temps à l'école, etc. Mais en fait, c'est vrai dans la vraie vie après, quand on est dans les agences, tout ça. On fait ça en fait tout le temps, des bonds entre les échelles, mais aussi des bonds entre les phases. Et de se dire, ok, là je suis dans le règlement, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit dans le diagnostic ? Comment on s'est posé cette question-là ? Qu'est-ce qui était important à ce moment-là ? Et surtout, qu'est-ce que le territoire veut en fait ? Et pour moi, la solution, elle découle de ça. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, je me rappelle avec François Roumet, les PLUI qu'il conduisait, il avait pour objectif toujours d'essayer de chevaucher les phases.
Dire qu'en fait, tu réfléchis au diagnostic, mais en fait, tu as déjà les objectifs en tête. Et puis, en fait, le règlement, tu pourrais déjà un peu le commencer dans les objectifs. Alors ça, les maîtrises d'ouvrage, elles n'aiment pas parce qu'il faut des factures et que les factures, c'est en fin de phase. Mais en fait, c'est vachement intéressant de croiser les choses. On devrait les faire non pas par temps, mais on devrait les faire comme ça. En fait, on devrait faire le diagnostic tout en ayant en tête, OK, l'article 7 dans le règlement, ce sera ça. Tiens, comment ça se traduit ici quand on est en train de faire le diagnostic ? Donc c'est cette posture qui est intéressante en fait. Très bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer cette séance. Merci à vous deux. En tout cas, moi, je suis très contente de vous avoir mis ensemble. Vous êtes tous les deux engagés. Je vous ai rencontrés au collectif PAP, à la FFP. Ces engagements sont importants aussi et vous avez pris le temps de le faire et c'était important pour notre profession, tous les deux. Merci.